Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, installation du comité de pilotage pour le procès des crimes du 28 septembre. Au nombre de 13, les membres de ce comité ont la lourde responsabilité de diligenter l'organisation de ce procès. Une bonne nouvelle pour les différentes victimes. Et puis, les passations de services continuent dans les ministères. Les ministres entrant à l'industrie, au commerce, dans les hydrocarbures et en partenariat public-privé sont installés. Les détails, c'est dans Guinée. Enfin, quelle est la place des politiques dans le football? La question était au centre du débat. Le conférencier professeur Pascal Boniface est revenu sur l'implication de certains chefs d'État dans les affaires de football. Au cours de ce débat, l'intérêt de la Guinée pour la CAN 2023 a été aussi souligné. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, en plus bref et en image, le chef de l'État est arrivé ce matin à Ouagadougou, c'est au Burkina Faso. Professeur Alpha Condé est venu prendre part aux festivités marquant les 50 ans du CAMES. Le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Plusieurs personnalités ont pris part à ce rendez-vous de Ouagadougou. Parmi elles, on note la présence des chefs d'État membres de cette grande organisation, des enseignants, des chercheurs et autres personnalités. Aux côtés de ses pairs, le président Condé a signé dans le livre d'or du CAMES pour ainsi rassurer de son soutien à l'enseignement et à la recherche scientifique en Afrique. Comme annoncé dans les titres, le chef de gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a présidé ce matin la cérémonie d'installation des membres du comité de pilotage du procès du 28 septembre 2009 au stade du même nom, un nouvel organe qui est chargé de travailler sur l'organisation d'un procès autour de ce dossier. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobelekita. Dans le dossier des événements du 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, le gouvernement est déterminé à garantir la qualité du procès. Sur ce, un comité de pilotage a été mis en place. Il est composé de 13 membres. Ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a procédé à l'installation de ce comité. Sa mission est d'assurer l'organisation, la sécurisation des magistrats et des victimes et la recherche d'un mécanisme de financement du procès. Le système des Nations Unies a toujours été aux côtés du ministère de la Justice, non seulement pour ce procès, mais pour la conduite des réformes au sein du ministère. Nous nous félicitons des différentes réformes déjà menées et nous sommes contents que le ministre de la Justice ait été reconduit dans le nouveau gouvernement parce que ça nous permet de gagner du temps sur les activités qui étaient en cours et d'accélérer certaines activités. Parallèlement au traitement du dossier par le panel, il y a eu un train de réformes qui dénote de la réelle volonté politique de ce pays pour que la justice soit en ordre. J'ai été témoin depuis que je suis là, et je suis là depuis des années, de toutes les réformes initiées par les ministres d'État notamment, qui ont permis, au plan institutionnel, au plan technique, au plan judiciaire, de mettre la justice guinéenne au ordre pour pouvoir être à la hauteur de ce dossier qui est particulièrement important. Nous savons qu'il y a des autres crises, il y avait des autres événements dans l'histoire de Guinée, il y a des autres victimes, des autres. C'est le plus récent, c'est l'occasion où il y a toujours des gens qui peuvent être indiqués comme responsables. Alors c'est important d'avoir une résolution de ce procès, même qu'avec les autres, je sais que c'est aussi une priorité du gouvernement, le procès de réconciliation nationale. Et pour les autres, il y aura peut-être des autres solutions. Mais pour cette crise, pour le 28 septembre 2009, c'est maintenant le moment d'arriver à la justice pour les victimes. Voici donc 2 mois que nous avons pris cet arrêté de pilotage, précisément le 9 avril 2018, pour créer le comité de pilotage chargé essentiellement de préparer matériellement ce procès tant attendu depuis bientôt 9 ans. Comme vous savez, l'instruction a été bouclée, non sans difficulté, en décembre 2017. Le président de la République m'avait donné une mission. Une des missions qui m'a été assignée, c'est
de lutter contre l'impunité. Et dans cette lutte contre l'impunité, bien évidemment, il y a la problématique de ce procès du 28 septembre. Le traitement correct de ce dossier requiert la compétence, la sérénité, la patience, la lucidité, l'accompagnement psychosocial des victimes. Là-dessus, le Premier ministre Kassouri Fofana rassure que le gouvernement mettra tout en œuvre pour la tenue correcte de ce procès en Guinée. Nous voulons un procès équitable et transparent. Je souhaite dire, Monsieur le ministre de la Justice, toute l'appréciation du gouvernement pour le travail que vous avez fait et saluer l'appui technique des partenaires qui vous ont accompagné dans ce processus. Je voulais donc souligner que le fait que la Guinée vient de loin. La Guinée souhaite poursuivre sous la conduite du professeur Alpha Condé sa marche vers l'état de droit. Et dans cette marche, le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire ne ménagera aucun effort pour que cesse l'impunité dans ce pays. C'est cela tout l'intérêt d'être là, d'être présent à ces assises et de suivre avec intérêt ce qui va se passer dans ce procès, d'apporter tout le soutien au comité pour que nous en sortions avec les larmes séchées pour les victimes et l'état d'esprit pour la population, suivant lequel état plus jamais ça en termes concrets. Toutes les parties prenantes sous la férule du ministère de la Justice travaillent d'arrache-pied pour la transparence et la justice dans le dossier du 28 septembre. 100 000 $, c'est le montant que le Japon va injecter dans la production de semences à haut rendement. L'opération va toucher 500 riziculteurs de la basse et haute Guinée. Cet appui va permettre aux petits paysans de ces deux bassins de production de riz de disposer des variétés susceptibles de s'adapter aux aléas de la nature, comme les inondations. Mohamed Aïchassila, Fodé Camara, Mamadou Alpha Baldé. Très actif dans la production rurale, le Japon met à la disposition de l'Institut agronomique de Guinée 100 000 $ pour la production de semences de riz à distribuer à 500 producteurs vulnérables. Soutenu par l'Association panafricaine de recherche rizicole Africa Rice, cette synergie d'action contre l'insécurité alimentaire vise à introduire en Guinée une nouvelle variété de semences améliorées, tolérantes à la submersion. Dans les parties de basse plaine alluviale, de moyenne plaine alluviale, les paysans sont confrontés à des crues brusques et qui peuvent être durables, qui peuvent durer jusqu'à 2 semaines. Et quand cela arrive, la plupart des riz qui ne sont pas adaptés à ces conditions d'inondation pourrissent. Et ces variétés vont nous permettre d'avoir des riz qui tolèrent cette submersion et qui pourront donner des rendements assez intéressants pour les agriculteurs du pays. Au-delà de ce projet de production de semences à haut rendement pour les riziculteurs vulnérables, un programme de renforcement de capacité et de transfert de nouvelles technologies est ouvert entre la structure de recherche agronomique de Guinée et du Japon. C'est d'ailleurs le président de la République lui-même qui a insisté au cours de sa visite au Japon pour la diffusion de ces nouvelles variétés de riz Nerica. C'est dire toute l'importance que le Japon et la Guinée accordent au développement du secteur agricole et au monde paysan. Un tel projet d'appui direct aux agriculteurs aura un impact sur la vie des habitants des villages concernés en améliorant leurs ressources d'amélioration et leurs revenus. J'éprouve en ce moment un sentiment d'honneur et de reconnaissance envers votre pays pour sa générosité constante, son soutien inestimable au peuple de Guinée. Je voudrais vous dire que le financement de ce projet, comme tant d'autres, est une illustration concrète de cette amitié.
Autre volet de cette coopération agricole, le financement en 2016 du programme d'initiative d'urgence sur le riz. Une initiative qui a permis de produire 350 tonnes de semences pour la reprise des activités agricoles dans les bassins de production fortement touchés par les effets de la maladie à virus Ebola. Dans l'agenda du chef de gouvernement, Dr Ibrahim Kassouri Fofana a rencontré successivement le médiateur de la République et la présidente de la Haute Autorité de la Communication. Ces rencontres se situent dans la dynamique de renforcer le partenariat entre les institutions en vue d'asseoir une véritable démocratie. Adi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kovilekita. C'est le siège du médiateur de la République. Sa mission est de régler par la médiation les réclamations concernant le fonctionnement des organes et services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public dans leurs relations avec les administrés. C'est pourquoi le médiateur de la République, Mohamed Seydou Fofana, a émis le souhait devant le Premier ministre Dr Ibrahim Kassouri Fofana de voir nos institutions redynamisées et dotées des moyens adéquats pour leur fonctionnement. Nous attendions cette visite pour évoquer avec le nouveau chef du gouvernement toutes les problématiques liées à l'instauration de la paix et à la quiétude sociale dans ce pays dont le gouvernement rêve. Vous savez que notre pays a besoin d'institutions fortes, comme il l'a dit tout à l'heure. Notre rencontre a consisté à exposer au chef de l'État quelles sont nos visions par rapport à cette problématique et en retour, il nous a informé des sujets de préoccupation, mais surtout réaffirmer son soutien à toutes les institutions de la République. Sans relâche, Dr Ibrahim Kassouri Fofana s'est rendu aussi à la HAC, la Haute Autorité de la Communication, institution qui veille au respect des principes d'égalité des usagers de la communication, au respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. Martine Kondi, présidente de la HAC, est revenue ici sur les principes et les valeurs à respecter, faire respecter pour asseoir la culture démocratique dans notre pays. D'abord, c'est un honneur et l'informer de tous les programmes que nous sommes en train de mettre en place ici et qui vont l'aider dans son travail de développement du pays. Il faut qu'il transforme toutes ces visions, toutes ces théories, tous ces programmes et projets en actions concrètes. Donc ça, c'est important. Et je sais qu'il peut le faire. Nous sommes très honorés aujourd'hui et nous sommes très fiers que le frère Kassouri soit à la tête du gouvernement. Mais je lui ai demandé de penser aux femmes, parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans ce gouvernement. 33 ministres, vous ne pouvez pas mettre seulement 4 femmes. Ici, Dr Ibrahim Kassouri Fofana a promis d'appuyer l'institution afin qu'elle joue le rôle qui lui est dévolu dans notre société. Madame la Présidente, je sais que votre travail, encore une fois, n'est pas facile. La régulation de la presse et de l'espace médiatique dans un pays qui s'ouvre à la démocratie, sans souvent une éducation préalable, sans une préparation préalable, c'est pas facile. Mais vous trouverez à nous, au gouvernement de la République, sous la conduite, sous l'impulsion du président de la République, le professeur Alpha Condé, vous trouverez à nous des partenaires loyaux et désireux de faire cette aventure de la construction d'une démocratie guinéenne qui permette à notre pays, à nos concitoyens de vivre leurs droits, jouir de leur liberté dans le respect des autres et dans le respect de nos lois et règlements. Avant de quitter la HAC, le Premier ministre Kassouri a visité le centre de monitoring des radios et des télévisions installées tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Ce sont des machines électroniques qui produisent des solutions intégrées. Ici, c'est la réception, le stockage et la restitution des sons et des images, quelle que soit la distance. Toutes les émissions radio et télévisées sont captées en direct.
À la RTG Boulbinais, l'espoir est né après la visite ce vendredi du nouveau ministre de l'Information et de la Communication, Amara Sompari, a pu s'enquérir de l'état de vétusté d'abandon de cette première chaîne de l'audiovisuel en Guinée. Le ministre Sompari promet une réponse urgente pour la relance rapide des émissions au niveau de la RTG Boulbinais. Explication, Mamadi Ternakamisoko. À peine installé dans ses nouvelles fonctions de ministre de la Communication et de l'Information, Amara Sompari redonne de l'espoir aux travailleurs de la RTG Boulbinais. Ce jeune qui vient de bénéficier de la confiance du chef de l'État dédie sa toute première visite de terrain à la maison mère de l'audiovisuel en Guinée. Cette chaîne est fermée depuis des mois en raison d'un manque criard d'équipement et de management. Toute chose qui a contraint le personnel de ce média de service public au chômage technique. Dans la cour de Boulbinais ce matin, cette visite ministérielle est perçue par les travailleurs comme un signal fort pour la relance rapide des activités. Il a pris fonction hier et le lendemain, il vient à la RTG Boulbinais, ça c'est un bon signe. Il a visité les locaux, il était très déçu, mais à la fin, il y a de l'espoir puisque c'est un jeune qui est arrivé et ce jeune, il veut vraiment nous aider. Il a dit tout à l'heure, tant que la RTG Boulbinais, le problème n'est pas réglé, lui ne peut pas dormir. Donc nous sommes contents, il y a de l'espoir et nous sommes ravis. Je crois bien, c'est la première fois depuis que nous sommes à la RTG de voir un ministre qui soit accompagné comme ça par des jeunes journalistes, par l'enthousiasme. Je sais déjà que c'est un message fort et que c'est de l'espoir. Donc je sais bien, vu qu'il est passé, il a vu, il a constaté et il a promis que la priorité d'abord, que c'est la RTG Boulbinais et il y aura un plan d'urgence immédiatement qui va prendre fonction et très bientôt. De la régie au plateau TV, en passant par les studios d'émission et de production de la RKS et les différents bureaux, le nouveau ministre a pu écouter l'ensemble des responsables de ce service et mesurer l'état de vétusté des installations. Sur place, les besoins indispensables à la reprise des émissions radio et télé ont été recensés. Amara Sompari promet une réponse urgente et rapide. Je viens de visiter les locaux de la RTG Boulbinais et il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier que la désolation totale. Le lieu est complètement sinistré et il est urgent de prendre un certain nombre de mesures pour au moins redonner un minimum de capacité technique et redonner à la RTG Boulbinais la possibilité au moins de reprendre un minimum d'activité. Comme vous le savez aussi bien que moi, la dégradation de ce site n'a pas démarré cette année ni l'année dernière. C'est un processus qui remonte à plusieurs années en arrière et que le président de la République a déjà pris à bras le corps. C'est la raison pour laquelle, avec ses partenaires chinois, il a obtenu la signature d'un contrat pour la rénovation complète du site de la RTG Boulbinais à travers le programme de numérisation de la télévision nationale et de la radio nationale. Donc l'une de mes principales missions à la tête de ce département sera de rendre concret la réalisation de ce contrat qui est en souffrance depuis maintenant plusieurs années. En attendant que cela se fasse, je vais prendre avec le cabinet du ministère toutes les mesures urgentes pour au moins rectifier un certain nombre de problèmes que j'ai constatés aujourd'hui et vous permettre de reprendre l'émission le plus rapidement possible. Après la RTG Boulbinais, le ministre Sompari a également visité les locaux du quotidien national Oroya, un autre service de l'information confronté aux mêmes difficultés. Dans les deux médias de service public, le désespoir cède place au soulagement avec l'engagement du nouveau patron du département de l'information et de la communication. Au sein de la Grande Muette, cadre civil et militaire salue la nomination du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale. C'est ainsi qu'ils sont allés féliciter mais surtout renouveler leur engagement, accompagner Dr Mohamed Diané dans l'accomplissement de sa mission. Commandant Mohamed Kassé, il est correspondant de la presse militaire. Quelques jours après sa prise de fonction, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, reçoit la hiérarchie militaire et cadre de son département. Objectif, réaffirmer le soutien du commandement dans l'exécution des missions assignées à la défense. Au nom de la hiérarchie supérieure, de la structure du personnel civil qui sont à côté de vous, nous nous félicitons de ce renouvellement de confiance du chef de l'État et vous prie de lui renouveler
toute la confiance de la hiérarchie supérieure des forces de défense et de sécurité dans la mise en œuvre de ce vaste programme de réforme du secteur de la sécurité. Reconforté par cet acte de la hiérarchie militaire, Dr Mohamed Ghané se dit déterminé à poursuivre la réforme du secteur de sécurité conformément à la feuille de route du gouvernement. S'il y a un renouvellement de la confiance du chef de l'État, s'il y a un mérite à cela, c'est grâce à chacun de vous. Aucun ministre ne peut réussir sans la loyauté de ses collaborateurs, sans le respect de la hiérarchie. Puis je profite de l'occasion pour vous remercier très sincèrement pour l'accompagnement dans la mise en œuvre de la mission qui nous a été assignée par le commandant en chef des forces armées, le président de la République. Cette rencontre s'est déroulée dans un climat empreint de convivialité et de fraternité. Volet passation de services dans Guinée, pour les ministres entrant à l'industrie, au commerce, dans les hydrocarbures, au partenariat public-privé sont installés. Tous s'engagent à relever les grands défis, comme vous les entendrez dans ce reportage de Abdul Karim Kamara, Alassane Tondon Kamara, Mohamed Lamine Diallo. Le ministère des hydrocarbures ouvre ses portes. Le ministre Zakaria Koulibaly nourrit l'ambition de faire de ce nouveau département un véritable instrument de développement par la recherche et la production, facteur devant pistonner des secteurs comme l'agro-industrie et l'énergie. Avoir notre pleine indépendance énergétique, sans laquelle tout développement économique est hypothéqué, la maîtrise de la filière pétrole, à savoir la recherche, le développement, la production, le raffinage et la distribution est indispensable. C'est le sens de la présente cérémonie qui n'a pu avoir lieu que grâce au professeur Alpha Condé, un homme qui est une chance pour la Guinée, un visionnaire pleinement résolu pour relever le défi d'une découverte pétrolière en Guinée. En prenant les rênes du département du commerce, Boubacar Bari dit être conscient d'une chose. Pour que le slogan « Guinée, pays émergent » soit une réalité, l'économie guinéenne doit faire peau neuve. Mon ambition est de poursuivre les projets et programmes dont j'hérite. 2. En imprimant à leur mise en œuvre une nouvelle dynamique, s'inscrivant dans le cadre de stratégies novatrices, mais aussi en ouvrant de nouveaux chantiers qui s'imposent pour répondre aux multiples attentes de nos populations, producteurs, distributeurs et consommateurs confondus. Dans cette perspective, sœurs et frères, cadres chevronnés du ministère du Commerce, à quelque niveau hiérarchique que vous soyez, je vous tends une main fraternelle pour une collaboration sincère et loyale dans la transparence, l'équité et la convivialité. À son tour, le ministre sortant de l'Industrie passe le témoin à Tibou Kamara, conseiller spécial du chef de l'État. Il va diriger ce département en encourageant l'innovation pour une industrialisation accélérée. Il me semble important d'encourager l'émulation et l'innovation. C'est pourquoi nous envisageons de lancer un concours national de l'innovation. Il vise la promotion et la diffusion de la culture d'innovation à une large échelle, à récompenser et inciter aussi les entreprises et tout autre promoteur qui ont développé un projet innovant. Il nous faudra œuvrer au rapprochement entre les opérateurs du monde économique et celui de la recherche pour une étroite collaboration à travers la conciliation indispensable de l'offre et de la demande émanant de l'université et de l'entreprise. Quant au nouveau ministre du partenariat public-privé, il reste dans le sérail de l'investissement. Pour Gabriel Curtis, la priorité des priorités est la création d'emplois de qualité. Les attentes sont nombreuses et nécessitent l'implication de tous pour mettre en place des politiques publiques adaptées. À la tête de ce nouveau département, je souhaite mettre en place une administration pragmatique, basée sur la compétence et le professionnalisme, afin d'atteindre les objectifs qui m'ont été assignés
par Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre. Pour réussir leur mission, ces hauts commis de l'État s'accordent tous sur la nécessité d'une synergie d'action entre leurs départements respectifs. Toujours dans ce volet passation de service à la tête de certains départements ministériels, Lansana Komara prend désormais la tête du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Patrick Roger Milimono lui prend la tête du département de l'environnement. Mouktar Diallo devient le patron du ministère de la jeunesse et de l'emploi. Et Abakar Silla prend les rênes du ministère des Transports. Le condensé avec Fodé Camara. Après plus de 7 ans à la tête du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, Damantan Albert Camara passe le témoin à Lansana Komara, jusqu'ici vice-président du Conseil économique et social. L'occasion est opportune pour le ministre sortant d'égrener quelques acquis et défis du secteur. Des défis comme l'achèvement des travaux de construction des écoles régionales des arts et métiers, la qualification du personnel, le vieillissement du corps enseignant et l'insuffisance d'équipements pour les cours pratiques. Le nouveau promu cerne tous ces enjeux. J'ai suivi avec attention et intérêt l'allocution prononcée par mon jeune frère et ami Albert Damantan Camara. Tout en l'en félicitant, je voudrais lui donner l'assurance ici que les bons résultats obtenus sous sa direction, qui constituent autant d'acquis, seront préservés et capitalisés. Et nous servirons en effet de point de continuation des actions positives qui doivent s'inscrire dans le temps. Matinée mouvementée au département en charge des eaux et forêts. Après 15 mois de gestion, Assiatou Baldé est remplacé par Patrick Roger Milimono, jusque-là en service à la Banque centrale. Le nouveau patron de l'environnement entend améliorer les stratégies de lutte contre la dégradation des écosystèmes, aujourd'hui devenue une préoccupation planétaire. Pour y arriver, il compte sur l'engagement de tous les acteurs afin de développer au niveau de tous les secteurs une politique d'exploitation rationnelle des ressources naturelles. Le chemin que nous allons parcourir ensemble avec toutes les parties prenantes de ce secteur au bénéfice de tous ne sera pas facile, mais l'intérêt commun qui guidera nos actions nous galvanisera certainement vers l'atteinte des objectifs assignés. Chacun devra y mettre du sien. L'accent sera mis sur la bonne gouvernance, la transparence et la performance. Je mesure dans toutes leurs dimensions les défis qui interpellent notre pays en matière de prévention et de protection de l'environnement. Au ministère de la Jeunesse, travailleurs du département, membres du parti Nouvelle Force démocratique, parents et amis assistent à la cérémonie de passation des témoins entre Moustapha Naïté et Mouktar Diallo. Le ministre sortant se félicite des avancées enregistrées par le département sous sa direction et exhorte son successeur à poursuivre ce bel élan en faveur de l'épanouissement et de l'insertion socio-professionnelle de la couche juvénile. Notre département, avec la conjugaison des efforts de tous ces cadres, en synergie avec les autres ministères et avec l'appui des partenaires nationaux et internationaux, mettra tout en œuvre pour améliorer significativement la situation de la jeunesse guinéenne. Dans cette foulée, je tends une main franche à la jeunesse de mon pays, d'où qu'elle soit, de quelque sensibilité qu'elle soit, qu'elle sache que je suis un des siens. En conséquence, mon succès sera le sien. Le ministère des Transports change aussi de locataire. Oyegila Vogui passe le témoin à Aboubacar Silla. Le nouvel homme fort des transports mesure les enjeux liés aux difficultés de déplacement des populations aux heures de pointe. Chaque fois que cela est nécessaire, des présidents avisés tendent la main à leur opposition et leur demandent de venir par-delà les chapelles politiques, par-delà les différences, pour venir contribuer à sortir le pays de la crise. Je salue donc cette vision du président de la République, qui sait que les Guinéens, quel que soit leur parti politique, sont d'abord et avant tout des Guinéens, des citoyens guinéens, qui sont par conséquent soucieux de l'avenir de ce pays.
Je serai donc à la hauteur de cette confiance et je ferai en sorte que cette ouverture du président de la République s'approfondisse et s'élargisse en demeurant un modèle en matière de gouvernance dans le secteur des transports, pour que cela suscite de nouvelles vocations et qu'à l'avenir, les Guinéens se retrouvent plus souvent ensemble qu'ils ne se combattent entre eux. L'entrée au gouvernement de Mokhtar Diallo et d'Aboubacar Silla est l'un des fruits de la politique de la main tendue du président de la République. Une pratique démocratique qui transcende les divergences et invite les forces vives de tous les âges et de toutes les obédiences à poser leur pierre pour l'essor socio-économique du pays. Dans l'actualité également, fin à Conakry du projet financement et gouvernance en santé. Ce projet qui a duré 2 ans a accompagné le ministère de la Santé dans le renforcement de son système de santé, plus précisément dans le domaine de la gouvernance. On fait le point tout de suite avec Aïssatou Dessou. Après 2 années de collaboration avec le ministère de la Santé, le projet financement et gouvernance en santé prend fin. Il a œuvré à l'amélioration de la gouvernance et au renforcement des capacités institutionnelles du ministère de la Santé. Durant ce temps, plusieurs activités ont été réalisées par le projet. Il y a eu un audit institutionnel, fonctionnel et organisationnel du ministère de la Santé pour réellement connaître les causes profondes de la mauvaise performance. Mener les activités sans résultat, c'est un problème. La redevabilité de tout un chacun dans ses fonctions et surtout le monitorage de résultats chaque trimestre et à la fin de chaque année. J'exhorte notamment le ministère de la Santé et la Commission Santé de l'Assemblée nationale à poursuivre l'appropriation des interventions du projet et pouvoir capitaliser sur ce qui a été réalisé avec succès afin d'améliorer les indicateurs de santé et la santé des Guinéens. Au total, 230 cadres du ministère de la Santé ont bénéficié de formations en leadership. Le département en charge et la commission santé de l'Assemblée nationale ne comptent ménager aucun effort pour que ces acquis soient pérennisés. Le ministère de la Santé sait désormais que la commission santé de l'Assemblée nationale va être là comme épée de Damoclès pour regarder comment le budget qui leur est alloué est géré jusqu'à la base. Ce projet prend fin sur un certain nombre d'acquis que nous allons préserver. Et donc en termes de perspective, tout ce qu'il y avait comme formation, on a eu la possibilité de former des formateurs. Donc ces séries de formations pourront continuer. Nous avons eu également la possibilité d'acquérir plusieurs outils méthodologiques de travail. Et nous pensons que cela également fera partie des acquis qui vont être consolidés et pérennisés. À l'issue de cette rencontre qui a mobilisé à la fois cadres nationaux et internationaux, 2 panels ont été organisés. L'un sur les résultats du projet et l'autre sur la pérennisation des acquis et du projet de renforcement de la gouvernance en santé. Le projet de lutte contre les violences faites aux personnes atteintes d'albinisme a organisé hier à Conakry une session de validation de son plan de communication. Objectif, sensibiliser les populations afin que le droit des albinos soit respecté en Guinée. Fatoumata Batouli Diallo, Nabi Kamara. C'est une rencontre essentiellement consacrée à la validation du plan de communication du projet de lutte contre les abus faits aux personnes atteintes d'albinisme en Guinée. Objectif, amener les autorités et les citoyens à aimer, respecter et protéger cette couche sociale très souvent stigmatisée dans notre pays. Donc pour nous, quand ce texte va être voté, ce n'est pas parce que l'État va nous donner beaucoup, non, c'est de nous protéger. Quand on est protégé, nous pouvons éviter les échecs. Et si on évite l'échec, nous pouvons aussi activement participer au développement de notre pays. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance encourage et félicite les ONG nationales et internationales qui accompagnent les personnes atteintes d'albinisme. Elle compte s'impliquer dans ce combat
pour intensifier les actions de lutte contre les abus faits à ces personnes dans notre pays. La lutte contre les abus faits aux couches vulnérables constitue un des 5 piliers de notre département. En plus de ça, nous venons d'avoir une loi en faveur de la promotion et de la protection des personnes vivant avec un handicap, y compris les albinos. Le représentant de OSIWA, Open Society Initiative for West Africa, en Guinée, annonce organiser des séances de sensibilisation dans toutes les régions du pays afin de mettre cette couche vulnérable à l'abri de tout danger. Donc nous sommes dit qu'il faut aller dans la campagne de communication, surtout médias, pour sensibiliser les communautés, nos parents, nos mamans, toute la population autour de ces questions pour protéger les droits des personnes atteintes d'albinisme. Parce qu'ils sont souvent victimes d'abus dans la rue, dans les quartiers. Attirer l'attention des décideurs sur les conditions de vie des albinos en Guinée, sensibiliser la population sur les conséquences des préjugés, mais également faciliter l'intégration socio-professionnelle des albinos dans notre pays, c'est le défi que se fixe ce projet pour une meilleure protection des albinos. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme, les images sont commentées par Mounir Bari et Mamadi Gassama. Des denrées alimentaires pour les fidèles musulmans des 5 communes de Conakry. C'est un geste qui vise à accompagner les bénéficiaires à mieux accomplir le 4e pilier de l'islam. À travers ce geste humanitaire, l'Agence des musulmans d'Afrique entend soulager les fidèles en ce mois saint de Ramadan. Depuis le début de Carême jusqu'à nos jours, sur tout le territoire guinéen, on a distribué au moins 120 000 repas, soit qui est préparé et soit qui est sec. Ça veut dire des denrées secs qu'on donne aux gens. Qui dit Ramadan dit esprit de partage et de solidarité. Ce mois saint de Ramadan est une occasion pour les fidèles de renouer avec la tradition ancestrale, de partage de bon voisinage et de convivialité. C'est un devoir en tant que musulman. Comme vous le savez, c'est un mois de partage, un mois de pénitence, un mois de pardon, un mois où tous les fidèles musulmans sont une obligation de couper le carême ensemble. C'est un plaisir pour moi de partager les soirées comme ça avec les fidèles musulmans qui viennent un peu partout, mais surtout mes voisins de Ratoma. Ce caniveau, complètement bouché par les eaux de ruissellement et les ordures, se trouve dans la commune de Matoto. Avec les grandes pluies qui s'annoncent, les citoyens redoutent des dégâts. En attendant des mesures appropriées pour le curage des caniveaux et l'assainissement des lieux, le chef de quartier de Matoto lance un appel pressant aux populations quant au respect des normes environnementales. Vous avez constaté, vous avez vu les ordures. Pendant la saison hivernale, vous voyez les conséquences. Inondations, baladement des débris dans la rue et vraiment l'eau rentre dans les maisons des gens, ça fait des problèmes. Tous les quartiers qui sont situés au-dessus de nous versent les saletés et pendant la saison hivernale, ça descend vers nous. D'ailleurs, le pont de Garaya aujourd'hui est complètement bouclé. Enfin, la fête du football mondial, c'est dans moins de 2 semaines. Ce rendez-vous du Curon cristallise toutes les énergies au sein des différents États. Mais quelle est la place des politiques dans le football? La question était au cœur des débats à l'espace Sori Kandia Kouyaté devant des anciens footballeurs, fans de foot et ambassadeurs. Le français professeur Pascal Boniface est revenu sur l'implication de certains chefs d'État dans les affaires de football. Abdelaziz Baldé. Un
Depuis sa création, le football est le sport collectif le plus populaire. Son influence est perceptible à tous les niveaux. Au Centre culturel franco-guinéen, une conférence sur la géopolitique du football est en débat. Pour le conférencier français, professeur Pascal Boniface, il n'est pas exclu que les politiques se mènent du football, mais avec modération. Le sport est politique en tant que tel, mais il faut bien qu'il y ait une distinction entre la gestion sportive et la gestion politique. Poutine a soutenu la candidature russe, Lula a soutenu la candidature brésilienne, Nelson Mandela avait soutenu la candidature sud-africaine. Par contre, ce qui est tout à fait nouveau et inadmissible, c'est qu'il y a des menaces. En plus de la géopolitique du football, le conférencier s'est penché sur la candidature de la Guinée à l'organisation de la CAN 2023. Au-delà de son impact économique, ce rendez-vous continental est aussi un gage de diplomatie pour le pays. La Guinée sera au cœur de l'Afrique et donc au cœur du monde en 2023. Et donc il faut distinguer, vous savez, un club de football, il est connu dans le monde entier, mais son budget, c'est une PME par rapport. Les grands clubs européens sont plus connus que les plus grandes multinationales mondiales. Elles ont des budgets 1000 fois inférieurs à ces multinationales. Donc il faut voir que l'impact psychologique, médiatique et public, et voire diplomatique du football est sans commune mesure avec son impact économique. Les fans et autres professionnels du cuiron ont suivi avec attention ce débat. Ils repartent plus confiants en l'avenir du sport guinéen. Je pense qu'on a le temps et le temps est pressé. Et j'espère que le peuple de Guinée, surtout l'État aussi, les politiciens aussi seront à la hauteur pour relever ce défi. Parce que quand on parle d'une organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est transversal, ça touche toute la Guinée. Et j'espère que le fait déjà que la CAF nous a donné l'organisation en 2023, on sera à la hauteur vraiment pour reprendre devant le continent africain. Dans quelques jours, les yeux seront rivés vers Moscou pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018. Pour cette 21e édition, le pays hôte a injecté plus de 10 milliards de dollars américains dans les infrastructures sportives hôtelières pour le bon déroulement de cet événement sportif mondial. C'était tout pour les infos. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah. Dans le dossier des événements du 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, le gouvernement est déterminé à garantir la qualité du procès. Sur ce, un comité de pilotage a été mis en place. Il est composé de 13 membres. Ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a procédé à l'installation de ce comité. Sa mission est d'assurer l'organisation, la sécurisation des magistrats et des victimes et la recherche d'un mécanisme